Bienvenue sur Change and Chill, le podcast où l'on parle de changement simplement. Je suis Olivier My et avec mes invités, nous explorons comment le changement peut être une force positive dans nos vies. Des histoires inspirantes avec une touche de légèreté. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Laurie Maurice. Salut Laurie, comment vas-tu ? Ça va super et toi ? Maintenant que je sais que Maurice, c'est un poisson rouge aussi, tout va bien. Pour la pub, les poissons rouges de Choco Suisse. Mais du coup, tu as des origines d'ici ? J'ai des origines bien d'ici. Alors, j'ai découvert, tu sais, j'ai fait le fameux test ADN là, il y a quelques temps. Là, c'était où tu vois les origines, d'où tu viens, etc. Ouais. Ah, ok, et donc, ouais. c'était assez surprenant. J'ai appris que j'avais 13 ou 14% grec. Grec. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, cette histoire. C'est ta surprise ? Ah ouais, ça m'a plutôt surprise, ouais. Mais écoute, c'était assez rigolo comme découverte. C'est marrant ça, je me suis aussi posé la question de... Il y a une tendance, hein. C'est marrant. Hein. Ouais. Comme quoi, il y a des fois, il y a des mouvements comme ça où on se dit, il y a tout le monde qui veut faire ça. Ouais. En plus, c'était, je crois qu'en termes de respect des données personnelles et tout, c'était limite, ouais. C'est pas ouf, ouais. Mais depuis, je découvre que j'ai des arrière petits cousins un peu partout. Donc c'est avéré alors ? T'as cherché un peu ces ressources grecques ? Non, j'ai demandé à mes parents, ils étaient eux-mêmes très étonnés, tu vois. Ça se trouve, j'ai découvert un secret de famille, tu sais. C'est ça. Mais ça, c'est pour une autre histoire. Voilà, c'est ça. Et du coup, très content de te recevoir parce que, effectivement, comme je te l'avais dit quand je t'avais envoyé un message, c'est qu'on s'était déjà croisés. Yes. Et donc, tu me disais, là, en arrivant, que tu avais fait tes recherches. Ouais. C'était il y a près de 10 ans. Ça nous rajeunit pas tout ça. C'est ça, et à l'époque, tu étais alternante. J'étais alternante chargée de com. Déjà, en tout cas. Déjà dans la communication. Déjà dans la com. Mais effectivement, bon, ça ne nous rajeunit pas, mais ça me fait extrêmement plaisir de t'avoir. Donc là, on est dans un studio. Donc moi, ça me change, parce qu'habituellement, c'est mon matériel que j'amène et je me pose à un endroit particulier. Ouais. Là, on est dans un petit bunker. C'est une ambiance particulière. Écoute, en tout cas, on est extrêmement concentrés puisque voilà, il y a que ça quoi. Il y a que ça, c'est vrai, on n'entend rien à l'extérieur. Exactement, ouais. Mais c'est un changement, donc c'est très bien. C'est bien dans le thème du podcast. Et du coup, pour démarrer ce podcast, la question que j'aime bien poser justement, c'est toi, quand on te dit changement, ça t'inspire quoi ? Ça m'inspire quand même. En fait, je me rends compte que le changement, il a fait partie de ma vie depuis tout le temps. Et que c'est quelque chose dont je n'ai pas peur, mais qui demande quand même du courage. Ok, est-ce que tu peux aller plus loin sur ça ? Dans le sens où je pense qu'il ne faut pas avoir peur du changement, mais qu'il faut quand même savoir l'anticiper et ce que tu veux en faire. Dans le sens où moi, tu vois, au départ, je me prédestinais à être journaliste, et puis j'ai dû changer parce que en fait, le milieu... me plaisait, mais c'était quelque chose que je trouvais d'assez précaire, en fait. Enfin, tu vois, t'as pas la possibilité d'être salarié, tu vois, c'est dur, quoi. Moi, je me voyais pas être pigiste, donc j'ai changé. J'ai décidé d'aller faire un cursus en alternance, donc concepteur web, chef de projet. Autant te dire que j'ai pas brillé. Je ne suis pas conceptrice web ni chef de projet. Hein. Mais dans tous les cas, on va effectivement y aller un petit peu plus en détail. Ouais. Mais de ce que j'entends et que je trouve très intéressant et très pertinent, c'est qu'en fait, le changement en tant que tel, pourquoi en avoir peur si effectivement on sait que ça va chambouler des choses chez nous. Ouais, c'est ça. Et ensuite, si ça nous permet de regarder en avant parce qu'on sait pourquoi est-ce qu'on le fait, c'est plus facile, mais effectivement, ça demande une certaine dose de courage, comme tu l'expliques. Oui, je pense que quelque part, quand tu sais que tu vas pas forcément dans la meilleure des directions pour toi, de ne pas forcément s'acharner dans quelque chose qui te fait du mal ou qui ne te fait pas assez de bien, en tout cas, il faut le faire. Mais ça demande du courage, ça demande de prise de conscience, ça demande du travail, en fait, le changement. Du travail, effectivement. Même si on pourrait le faire avec plus de fluidité et de légèreté, c'est quelque chose qu'il faut entretenir. Ouais. Je te rejoins tout à fait. Eh bien, merci. Je t'en prie. Et du coup, qui es-tu ? Eh bien, du coup, tu l'as dit en intro, je m'appelle Laurie Maurice. Déjà, ça n'a pas changé déjà. Ça n'a pas changé. Écoute, j'en suis ravie. Je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Arnaud, que l'on salue. Qui écoute mal les podcasts. Il a 20 mois, il n'est pas hyper attentif. Pas encore. Je suis un peu vexée. Donc, je suis la maman de mon petit garçon. Je suis la femme de mon mari, ce qui est pas mal. C'est pas mal. Je suis la sœur de mes frères, de mes 4 grands frères. 4 grands frères ? 4 grands frères, ouais. C'est un contexte familial très... Tu t'es sentie sécurisée ? C'est pas le mot.
Ouais. Non, vous n'avez pas eu cette relation-là, je veux dire? Je suis la dernière fille, je suis la dernière enfant de cette grande fratrie, tu vois. Ouais. Donc j'ai 4 grands frères avec qui j'ai quand même pas mal d'écart. J'ai 17 ans d'écart avec mon plus grand frère. 17 ans. Voilà. Ah oui, okay. Mes parents ont aimé faire des enfants toute leur vie, donc ils ont fait des enfants toute leur vie. Ils ont commencé tôt aussi. Ouais. Et en fait, si tu veux, cette relation fraternelle, elle m'a beaucoup, beaucoup servi, mais je dirais pas sécurisée. En fait, tu vois, j'ai été plutôt... c'est challengeant, plutôt, tu vois. Ouais, c'est intéressant parce que, tu vois, je me suis dit, déjà, quand t'es le ou la dernière enfant et qu'il y a les autres, bah, t'es le petit piou-piou, tu vois. Donc, on aime bien le chérir, le protéger. En plus, bah, tu es la dernière petite fille avec, en plus 17 ans. 17 ans, c'est énorme. C'est beaucoup, ouais. Mais le fait que j'ai été la seule fille avec une éducation un peu plus, je dirais, une éducation assez genrée. Donc, tu vois, on avait des attentes qu'il n'y a pas eu sur mes frères. Et bon, c'est comme ça. Mes parents sont un peu plus âgés, c'est pas la même génération. Mais c'était pas spécialement sécurisant. C'était sport, c'était rigolo, c'était une enfance. C'est une ambiance intense. particulière. Oui, c'est ça. Intense. Très bien. Et mis à part ça, qu'est-ce que tu fais d'autre? Et bien, mis à part ça, sur le plan professionnel, je suis donc CEO de Shodo. Donc, Shodo, brièvement, c'est une ESN où, en fait, nous, on va salarier des développeurs et des développeuses pour ensuite les envoyer en mission pour accompagner nos clients dans le développement logiciel. Shodo, c'est une ESN qui s'est créée en 2019 sur la base d'un modèle, je dirais, social, vraiment, où, en fait, les piliers, c'est la redistribution des richesses, la transparence, plus tard l'équité, mais voilà, avec une envie d'aller changer les choses dans cette corporation qui est quand même pas souvent très bien vue. Tu vois, les ESN, il y a une... C'est sûr que c'est pas toujours, on va dire, éclatant. Voilà, c'est ça. Mais en fait, si tu veux, John et Guillaume, qui sont donc les 2 cofondateurs, eux, leur volonté, c'était d'aller redonner du sens au salariat, puisqu'en fait, durant leur expérience dans les précédentes ESN, ce qu'ils ont remarqué, c'est que les salariés avaient quand même tendance donc à beaucoup partir, donc il y a beaucoup de turnover, et puis avaient tendance aussi à partir pas mal vers le statut freelance. Et quelque part, c'est une bonne chose quand tu l'as décidé, mais quand tu le subis, quand tu te dis que c'est la seule solution pour gagner en liberté ou en REM, c'est pas satisfaisant. En fait, on ne devrait pas se satisfaire de ça. Et en fait, leur idée à eux, c'était d'aller proposer quelque part une alternative aux ESN classiques, en remettant justement au cœur du modèle ce qui manque en fait beaucoup, donc la transparence, et puis d'aller redistribuer vraiment les fruits du travail des salariés. Donc c'est comme ça, par exemple, qu'ils ont ouvert le capital. En fait, tous les salariés sont associés au capital, qu'ils ont capé les TJ seuil, et ils ont mis des TJ seuil, et donc ils redistribuent tout ce qui est en excédent avec une grille de salaire transparente et public indexé sur les années d'expérience. Enfin voilà, vraiment ce qui se faisait pas trop dans ce secteur-là. Et j'ai été nommée CEO de Shodo en 2024, janvier 2024. Ça fait 1 an et quelques mois là, de ce que je voyais il y a pas longtemps. 1 an et quelques mois, ouais, c'est ça. Mais justement, c'est cette aventure, moi, qui m'avait fasciné. Et donc, on parlera un peu plus de Shodo, parce que justement, je connais quelques personnes par là-bas. Et c'est justement un modèle que je trouve intéressant. Et ce sera intéressant de voir ce qui s'y passe de l'intérieur. Carrément. Mais justement, tu nous disais, donc, toi, avant de devenir CEO, tu as commencé dans le journalisme. Oui. Est-ce que c'était un rêve de petite fille? C'était une vocation. Ça a été une raison de vivre très très longtemps, et j'ai été très malheureuse assez longtemps d'ailleurs de devoir quitter ce secteur-là parce que en fait ça a été, si tu veux, moi j'ai signé mon premier contrat en sortant de l'école, ça s'est terminé au prud'homme. Wow, c'était chiant quoi. Ah oui. Relou. Chiant, oui. Nul pour commencer. J'ai pas kiffé. Mais du coup, donc t'as fait formation de journalisme. Formation journalisme d'investigation même. Tu vois, je suis diplômée journaliste, en investigation, journalisme d'investigation. Et du coup, c'est quoi la différence entre on va dire, journalisme normal, si je puis dire? Je connais pas du tout, donc. En fait, si tu veux, moi, dans mon école, l'Institut européen de journalisme, l'IEJ, qui est une école privée qui a été très très professionnalisante, où en fait celle qui est dans le 13e? Non, c'est une école pas dans les grandes écoles, non, elle est dans le 16e. J'étais dans le 16e. Ouais, non, madame a fait ses études dans le 16e. C'était l'enfer d'ailleurs pour y aller, c'était trop loin de chez mes parents, voilà. Mais je me suis accrochée parce que j'ai adoré, j'ai fait 3 ans dans cette école-là, j'ai adoré.
Et en fait, si tu veux, le journalisme d'investigation, ça va t'apprendre vraiment à aller mener des enquêtes, à ne jamais lâcher l'affaire. Et en fait, à aller structurer ton propos, tu vois, à vraiment avoir un raisonnement très suivi, construit pour aller jusqu'au moment de la conclusion et puis d'aller apporter vraiment les réponses, quoi. Et t'as tout l'art aussi d'aller quand même raconter les histoires. J'ai appris à me servir d'une caméra, à construire des plans. Enfin voilà, c'était vraiment ça, moi, mes études en investigation. Voilà. En investigation. Et quand tu dis on nous apprend à pas lâcher, est-ce que du coup tu te souviens de quelque chose qui te fait dire que c'est une compétence que tu as développée? C'est vraiment une compétence que j'ai développée, mais je pense même, tu vois, que je l'avais développée avant et que quelque part j'ai trouvé ma voie aussi, voilà. Ouais. Mais oui, en fait, ça t'apprend à pas lâcher parce que tu vas poser des questions. En fait, t'es étudiant. Ouais. Et tu vas quand même mener des enquêtes et des enquêtes qui sont importantes, enfin, tu vois, genre avec des vraies questions. Enfin, moi, tu vois, j'ai fait mon devoir pour aller valider mon master, voilà. Okay. Donc, qui était un documentaire de 26 minutes. Donc, en fait, il faut estimer 1 heure de tournage pour 1 minute de documentaire. Donc, c'était forcément un reportage vidéo, c'est ça? Ouais. C'est ça. Et si tu veux, j'ai fait ça sur le gaspillage alimentaire. Parce que c'était un sujet qui me passionne toujours, tu vois, en fait, mais avec un vrai côté documentaire de société, enfin, tu vois, d'aller chercher le pourquoi du comment on en arrive là. Ouais. Et en fait, t'es étudiante et je me suis retrouvée à faire l'aller-retour à Avignon en une journée, à voir des mecs, enfin, tu vois, j'ai eu par exemple Nicolas Chaban qui aujourd'hui, je sais pas si tu connais la marque C'est qui le patron. Comme ça me dit rien. C'est en fait ce mec-là, il a créé aujourd'hui c'est des produits qui sont redistribués dans les supermarchés où en fait le consommateur décide du prix de par exemple de la brique de lait pour savoir combien tu vas redistribuer à l'agriculteur. Enfin, c'est un gros truc, quoi. Okay, ouais. Et tu vois, en tant qu'étudiant, on est allé l'interviewer, on est allé à Rungis, dans les hauts fourneaux où ils vont brûler des trucs. Enfin, tu vois. Et ça, pour ça, faut vraiment, vraiment rien lâcher, quoi. Tu vois. Parce que du coup, vous n'avez pas de passe-droit particulier. Aucun. C'est, en gros, on vous dit juste démerdez-vous, quoi. Exactement. Et le sujet, tu l'as choisi? Ouais. Ouais. Tu disais que tu... Donc on l'a choisi, ouais. Ok. Donc, tu choisis ce sujet-là, tu sais que c'est à peu près telle personne qu'il faut aller voir, et après, il ne faut pas lâcher pour réussir à la voir. Tu te démerdes et tu vas à fond, tu lâches rien. Mais c'est vraiment ça, je pense, le propre du journaliste ou de la journaliste d'investigation. C'est, mais même, tu vois, en tant qu'étudiante, mais même quand tu n'es plus étudiant, il faut vraiment... s'acharner, prendre son courage à deux mains, le téléphone, et si c'est pas le téléphone, tu vois, genre Élise Lucet qui va, enfin pour le coup c'est l'exemple le plus parlant, mais qui va jusque dans les grandes instances ou aller rencontrer les patrons quand ils sont dans des sommets, tu vois. Enfin, c'est vraiment ça le journalisme, et moi j'adorais ça, quoi. Et justement, c'est quoi qui te fascine dans ça? Parce que dans ce que tu décris, ça a l'air d'être quand même, tu vois, challengeant, quoi. Ouais, justement, le challenge, en fait. Ce que j'aime, c'est moi, tu vois, j'adorais l'idée d'aller renseigner, tu vois. Pas d'aller enseigner, mais de renseigner. Enfin, tu vois, d'aller prendre une vérité et d'aller chercher la vérité derrière ça. Enfin, tu vois, de prendre un concept et d'aller chercher la vérité derrière ça. Et ça, c'est vraiment le truc que j'adorais. Et dans le fait de s'acharner, c'est la satisfaction que t'as derrière, en fait. Quand t'as eu ce que tu voulais. D'être allé au bout. D'être allé au bout et d'avoir eu le fin mot de l'histoire quand même, tu vois. Et puis, il y a aussi ce côté confrontation pour aller... donner de l'information. Enfin, tu vois, il y a ce truc-là. Alors, c'est pas du conflit, même si ça m'a amené du conflit, hein. Même en tant qu'étudiante. Tu vas creuser à des endroits où on t'a pas demandé de creuser. Exactement. Et tu te prends quelques coups de pression. Mais en fait, voilà, c'est une expérience de terrain qui était hyper chouette et qui était très, très satisfaisante, ouais. Mais justement, quand on va dans ce monde-là, c'est-à-dire journalisme d'investigation, donc je rajoute bien la deuxième partie, est-ce que toi, tu te sentais déjà engagé de quelque chose? Ouais. Après, oui, alors j'étais engagée pour vraiment aller débunker ce qu'on nous disait. Tu vois, il y a vraiment ce truc où t'allumes ta télé, t'as une seule vérité. Ouais. Et en fait, c'était d'aller mettre en image mon esprit critique. Tu vois, il y a un peu ce truc-là. Et donc oui, en fait, t'es engagé quand tu mènes des enquêtes. Forcément, tu vois. Forcément, ouais. Le mythe du journaliste objectif, ça tu peux pas être objectif en tant que journaliste, en fait. Et heureusement, en fait. Sinon, où va ton énergie? Où vont tes convictions? Ouais. Et en fait, à partir du moment où tu fais des choix, de la façon dont tu racontes une histoire, ce que tu choisis de mettre en avant, en image ou quoi que ce soit, tu n'es déjà plus objectif. Et c'était ça, qui était hyper moteur pour moi. Et donc, oui, de l'engagement. Après, j'avais pas encore mis les mots
sur cet engagement. Tu vois, mon engagement féministe, mon engagement écolo. Enfin, ces engagements-là étaient encore un peu tout feu tout flamme. Tu vois, j'étais plus jeune, quoi. Donc, oui, c'est ça. À l'époque, c'était pas aussi marqué, en tout cas. C'est ça. Et puis, on parle de ça il y a plus de 10 ans. Hein. Bah, vu que nous, on s'est vu déjà il y a plus de 10 ans. Voilà. Juste un dernier aspect qui attise ma curiosité, c'est donc tu sentais qu'il y avait des vérités derrière des vérités, et c'est ça que tu voulais aller chercher. Mais étant petite, parce que tu disais que tu avais un peu trouvé ta voie quand même, est-ce qu'il y a quelque chose, étant petite, qui a déclenché cette étincelle-là? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vu? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as perçu? Parce que tu vois, il y a plein d'autres métiers qui s'offrent à toi, et j'ai l'impression quand même que très rapidement, tu t'es dit, c'est ça que je veux faire, quoi. Alors, je crois que quand même... Alors, depuis toute petite, je voulais écrire. C'était vraiment un truc qui me branchait, je voulais écrire. J'écrivais beaucoup. Et en fait, le journalisme, je pense que on était très branchés télé à la maison. À la maison, ouais. J'ai beaucoup grandi avec la télé, tu vois. Aujourd'hui, je la regarde plus, mais ça a été une bonne compagne de vie. Et il y avait une part d'admiration quand même d'aller... pour la télé et pour ce qu'on pouvait nous raconter. Et puis, mais non, j'ai pas eu de déclic un jour en me disant c'est ça qui fait que je veux être journaliste. C'était vraiment l'idée d'aller pouvoir porter ma voix de façon publique. Tu vois, c'était ça. Tu vois. C'est-à-dire que t'as pas cette crainte des gens, de ce que les gens vont penser de ce que tu penses. Tu vois, toute cette appréhension qu'on peut avoir des fois de s'exposer, parce que finalement, quand tu es journaliste, tu exposes quelque chose. Non, j'avais pas cette crainte-là parce que, en fait, je ramène rarement ma science sur des sujets que j'ai pas un peu poncé avant, tu vois. D'accord. Et tu vois, mine de rien, le journalisme, c'est ça. C'est tu ramènes ta science une fois que t'as vraiment bossé. Normalement, en tout cas. Normalement, oui, c'est vrai. Tu fais bien de rajouter de nuances. Donc, j'ai jamais eu de problème là-dessus, pour le coup. Vraiment. Non, c'est même un truc qui me branchait, tu vois. Ouais, non mais c'est bien. C'est que c'est très cohérent avec ce fameux courage que tu exprimes dès le départ. C'est quelque chose quand même que je perçois comme étant... faisant partie de toi depuis petite. Oui, forcément, je pense que tu vois, le contexte familial fait que, tu vois, je te disais, ça avait été challengeant mon enfance, dans le sens où il y a 4 frères avec 4 personnalités, des parents qui sont occupés. Moi, mes frères, du coup, étaient quand même plus âgés, donc j'ai vite eu des neveux et des nièces, tu vois. Ok. En fait, tu vois, mes parents, c'est le truc un peu rigolo, c'est que moi, j'avais 7 ans quand mes parents sont devenus grands-parents. Ok, ouais. Et en fait, le fait que ce soit très intergénérationnel comme ça, tu dois quand même aller trouver une place pour exister. En fait, dans une famille, chacun a sa place, tu vois, chacune a sa place. Ouais, tout à fait. Et en fait, il faut aller naturellement se démarquer. Enfin, naturellement, j'ai voulu me démarquer. Et donc, en fait, chemin faisant, je pense que, tu vois, c'est d'avoir du courage aussi de porter sa perso pour exister. Enfin, voilà. Et je pense que j'avais un terrain familial qui m'a donné aussi la confiance de pouvoir le faire. Ouais, tout à fait. Et qui m'a porté. Et du coup, c'est intrinsèque, mais je pense que j'ai de la chance de l'avoir de façon intrinsèque, si tu veux. En tout cas, tu l'as nourri, parce qu'effectivement, une autre personne que toi aurait pu simplement rester enfermée dans un placard et puis laisser la vie se passer, quoi. Ouais. Et en tout cas, ce que j'entends, c'est que même si non seulement devant toi, tu avais plein de gens parce que ils vivent leur vie, mais derrière toi, quand je dis derrière, encore une fois, c'est les années, tu as des personnes qui ont 7 ans de moins que toi, qui sont tes neveux et nièces. Donc c'est une relation en fait qui est particulière, parce que t'as des gens. Moi dans ma famille c'est pareil. Hein. Moi j'ai un papa qui fait une partie d'une fratrie de 9. Ouais. Et c'est le dernier, je crois. Ouais. Enfin plus ou moins le dernier. Et c'est toujours un peu particulier. Il y a plein de derniers. Ouais, c'est ça, c'est un peu particulier. Et du coup moi j'ai des neveux et nièces qui ont mon âge. Bah oui. Forcément. Et forcément la relation est particulière, parce que du coup tu sais pas si c'est des cousins, si c'est des neveux et nièces, donc quelle relation tu vas créer avec eux. Ouais. Exactement. Et puis en fait il y a aussi ce côté où il n'y a pas la rivalité, je pense, que tu peux avoir par exemple entre frères et sœurs. Moi, j'ai jamais eu de rivalité avec mes frères, mais je vois mes neveux et nièces dans les fratries. Voilà, il peut y avoir un peu ce truc-là, mais quand t'es la tante, t'es vite érigée un peu en modèle quelque part, tu vois. Il y avait un peu cette notion d'exemplarité qu'on m'a donnée, et je pense que dans la famille, il y avait un peu ce truc-là, mais que j'ai encore aujourd'hui. Et tu vois, je suis fière de pouvoir aider. Donner des conseils à mes neveux et nièces, et à la fois t'es pas la tante relou parce qu'en fait t'es pas si vieille non mais t'es pas si vieille que ça. Je suis pas si vieille que ça. Non mais enfin voilà, j'ai peu d'écart avec eux, mais pour autant je commence à avoir une expérience de vie qui peut leur servir, tu vois. Tu sais, moi j'en ai qui sont en train de passer le bac. Putain, moi je voudrais pas y retourner à cette époque-là. Hein. Ouais, moi non plus. Oh là 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 là, ils se prennent le chou, c'est hyper anxiogène en fait. Moi le stress des examens, je me rappellerai à chaque fois, tu sais, tu rentres dans la salle, ouais. Même si tu penses avoir
tout réviser, etc., bah, t'attends le moment où on te dit retourner la feuille, quoi. Ouais. Je n'aimais pas du tout ce moment-là, quoi. Ouais. Et en plus, je pense que c'est quand tu bosses à fond que tu ressens encore plus ce truc-là, parce que. Ouais. Et puis, en fait, les choix que tu dois faire. Effectivement. Quand t'as cet âge-là, on te demande de faire des choix, enfin, Parcoursup et tout, tu vois. J'ai ma nièce, elle sait pas quoi faire. Et puis, elle a l'impression que si elle fait le mauvais choix, sa vie est finie, qu'elle ne pourra plus jamais changer. Exactement. Tu vois. Et c'est dur. En fait, je trouve quand t'es si jeune, tu sais pas ce que c'est que le travail, t'as jamais bossé de ta vie, tu sais pas ce qu'il y a comme travail, enfin, tu vois, genre. Puis effectivement, on est éduqué par rapport aux différents canaux d'information. Ouais. Donc la télé en fait partie, Ouais. mais tout ce qui est audiovisuel au sens général, c'est-à-dire Netflix & Co, tu vois, c'est pareil. Donc est-ce que c'est ça le monde ? Ouais. Est-ce que c'est ça le monde chez moi ? Parce qu'encore une fois, c'est globalisé, mondialisé. Donc quelle est la culture dans laquelle je suis ? Qui est un petit peu chaotique actuellement, il faut quand même le dire. Donc j'imagine qu'effectivement, à leur période, c'est compliqué. Ouais, c'est hyper compliqué. Et puis tu sais, ils ont vachement, je parlais comme une vieille, mais il y a les réseaux aussi, tu vois. Et l'idée qu'ils se font du monde du travail, de l'entrepreneuriat. Tu sais, sur les réseaux, t'as vachement de trucs comme ça, là, d'entrepreneurs qui te montrent comment monter une entreprise qui va te rapporter des millions, tu vois. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est Disney leur truc, tu vois, mais c'est pas ça la vie d'entrepreneur ou d'entrepreneuse. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de pression à la réussite, tu vois. Tu dois être beau, tu dois être riche, tu dois faire les bons choix tout de suite. Et c'est, je pense que pour le coup, moi, à mon époque, j'avais l'impression d'être quand même préservée de ça. Et puis il y a aussi cette idée, moi je trouve sur les réseaux de c'est hyper méritocratique en fait, tu vois, de très américanisant finalement. Ouais. Quand tu veux, tu peux. Ouais. Mais non, mais en fait ça non. Enfin, c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple, tu vois, genre il y a Salomé Saké qui dit quand tu peux, tu veux. Tu vois. Quand tu peux avoir les moyens de faire une grande école, tu veux peut-être faire une grande école. Tu vois. Mais c'est pas parce que tu veux aller faire une grande école que tu vas pouvoir aller la faire. Parce qu'il va falloir peut-être allonger des milliers d'euros et que c'est pas évident d'aller allonger des milliers d'euros pour tout le monde, tu vois. Et ça, tu vois, c'est un truc aussi que moi, j'avais pas forcément en tête à l'époque et que j'essaye vraiment de leur apprendre, entre guillemets, en leur disant attention, sache quand même d'où tu viens, qu'on n'est pas les moins bien lotis, très loin de là, mais qu'on n'est pas les mieux lotis. Que tu vas avoir aussi une différence culturelle avec des personnes qui ont, je sais pas, enfin en fait, un capital culturel plus important que le tien. Et ça va faire une diff. Et attention, et tu vas te prendre une claque, donc tiens-toi prête. Et donc, enfin, tu vois, genre c'est vraiment ça que j'essaye aujourd'hui de leur apprendre pour qu'ils évitent de se prendre la petite tarte que moi je me suis prise en sortant du bac, tu vois. Ah ouais. Oui. Parce que en sortant de bac, je suis allée faire une prépa, une hypocagne dans le 16e. Toujours là-bas, hein. Ouais, non, mais je te jure. Je sais, j'ai pas eu de step intermédiaire. Moi, je suis passée du 95, ma petite banlieue, tranquillou, milou, au 16e. J'ai pris une énorme claque dans ma tête, quoi. Tu vois, genre, j'ai vu là que le niveau, alors pas le niveau de réflexion, mais le niveau culturel allait, vraiment été radicalement différent. Tu vois, les profs me le disaient d'ailleurs. Tu vois, ils disaient, mais si vous aviez la culture générale des autres, vous seriez première. Ah ouais, mais en attendant. Je l'ai pas en attendant. En attendant, je l'ai pas. Donc, en fait, oui. Et en fait, tu vois, l'égalité des chances, alors que moi, je m'estimais très privilégiée. On va pas se mentir, je suis blanche, j'ai des parents qui ont pu subvenir à mes besoins, qui ont pu me payer des cours particuliers, j'avais de très bons résultats. Ah ouais, mais en fait, ça suffit pas, quoi. Ouais. Et c'est là que j'ai pris conscience un peu des inégalités qu'il y a un peu dans le monde. Et puis, très devant moi, quoi, tu vois. C'est marrant parce que même en étant plutôt bien loti, entre guillemets, dans le monde dans lequel on est, on sent quand même qu'il y a une inégalité, en fait, quand tu regardes tout ce qui est encore possible à l'extérieur, quoi. Et puis, tu sens bien que tu vas devoir mettre un peu plus d'énergie, quoi, pour arriver là où certaines sont déjà. Ouais. Et en fait, c'est un constat qu'il faut faire. C'est un constat, c'est comme ça. Et justement, en fait, c'est pas un constat pour tout le monde. C'est ça, moi, qui parfois me fait un peu bondir et qui me donne envie de me battre aussi, tu vois. Et puis de l'ouvrir, puisque aujourd'hui, c'est ce que je fais quand même, tu vois, en prenant la parole ici, quand on me la donne, sur les réseaux, etc. C'est d'aller, tu vois, cette quête de sens que j'avais en tant que journaliste, je trouve qu'aujourd'hui, je la retrouve. Tu vois. C'est que tu peux révéler des choses qui sont sous-jacentes et que toi, potentiellement, tu vois. Parce que d'autres, peut-être, ne le peuvent pas d'une certaine manière, et au moins, tu leur donnes cette
possibilité de développer leur esprit critique aussi à partir de là. Ouais, c'est ça. Et puis, oui, c'est vraiment l'idée de moi, voilà, ce que je vois, mes convictions, je les garde pas pour moi, je les porte. Et puis, qu'on soit d'accord avec moi ou pas, c'est la vie, c'est comme ça, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Mais au moins, discutons-en. Mais voilà, et ça provoque des débats et j'adore ça, moi. Ah, tu aimes bien débattre? Ouais. Mais les vrais débats, je suppose. Oui. Les vrais débats où on en ressent tous les deux grandis normalement. Ouais, même de m'engueuler, ça me dérange pas. Hein. Ouais. Mais Alors, je te préviens, on n'est pas là pour s'engueuler. Ah non. Mais du coup, tu me disais journalisme, expérience un peu particulière et monde dans lequel, on va dire, la réalité t'a rattrapé. Ouais. Et du coup, il y a peut-être autre chose qui s'ouvre à toi et tu rentres dans la communication quand même. Ouais, par dépit. Par dépit. Par dépit de fou. Et donc, du coup, tu vas où? Et du coup, là, j'entame une alternance et donc je vais dans la première ESN chez Arola qui me donne ma chance parce que là, clairement, pour trouver une alternance, c'est un truc de fou. Tu vois, c'est vraiment une dinguerie. C'est très, très dur. J'ai passé, je pense, vraiment plusieurs mois franchement, chercher du travail, ça a été mon travail pendant plusieurs mois. En fait, je partais du principe qu'à partir du moment où je n'avais pas de réponse quand j'avais envoyé un CV, je n'allais pas les lâcher. Encore. Voilà. En fait, je voulais un non, tu vois. Ouais. Mais on me répondrait. C'était vraiment mon truc. Donc, du coup, je harcelais à chaque fois. Et j'ai beaucoup candidaté. Et j'ai bien fait les 3-4 beaucoup. Voilà. Et donc, j'ai bourriné partout. Et en fait, à Rola, j'ai bourriné aussi. Et ça a fini par passer, tu vois. Et en fait, là, j'ai commencé à la com, donc je ne connaissais pas grand-chose au monde de l'entreprise. Tu vois, quand t'es dans le journalisme, parce que j'avais fait pas mal de stages, tu vois, j'avais déjà un peu d'expérience, mais pas dans le monde de l'entreprise comme ça. Tu vois. De toute façon, toi, tu allais interviewer des gens, c'était plutôt extérieur finalement. Et tu allais, c'est ça. C'est ça. Et donc là, en fait, je découvre un peu ce que c'est. Justement, les RH, la com, je fais partie des fonctions de support d'une ESN. Donc là, je fais partie vraiment du fonctionnement de l'entreprise. Ouais. Et donc, en fait, c'est un monde qui, au départ, me fait halluciner. Ah ouais? Sous quel angle? J'arrive dans une entreprise parisienne où ça fait un peu la teuf. Tu vois, t'as des soirées, ça rigole, ça profite. Tu vois, moi, j'étais habituée au dur labeur. Tu vois, où il n'y avait pas de sous. Tu vois, dans le journalisme, dans les boîtes dans lesquelles j'étais, il n'y avait pas de rond, il n'y avait pas d'avantage pour les salariés. Tu vois, d'ailleurs, t'es pas salarié. C'est vrai. Et en fait, j'arrive là-dedans et je me dis, putain, c'est Disneyland, quoi, le truc. C'est trop cool. Plutôt positif, alors. Ouais, c'est positif et je me dis, putain, c'est cool. Et en même temps, j'arrive quand même dans un secteur qui est la tech, où j'y connaissais absolument rien, mais qui m'intéresse quand même parce que tu sens vite quand même que t'es face à des problématiques qui sont sociales. Tu vois, il y a pas de meufs, la diversité, il y en a pas beaucoup. Quand il y en a, c'est quand même assez particulier. Tu retrouves à chaque fois les mêmes profils. Et donc, en fait, ça a tout de suite quand même suscité mon intérêt, ouais. D'accord, le monde de la tech, même si tu le connais pas, tu sentais qu'il y avait quelque chose d'intéressant à aller creuser là-bas? Ouais, je trouvais, ouais. Au-delà de ta fonction de com? Ouais, en fait, ma fonction de com, c'était un peu un prétexte aussi pour aller comprendre les enjeux. Oui, moi, la com, à l'époque, je faisais du boulot de chargé de com en ESN, donc tu vas... à l'époque, j'organisais des soirées, par exemple. Voilà. T'organises des événements, tu vas sur les salons, et puis t'organises des salons, et puis après, tu fais de la présence. Qu'est-ce que je faisais? C'était quand même beaucoup ce genre de trucs-là. Voilà. Mais du coup, c'était quand même aussi vraiment l'occasion d'aller discuter avec du monde. Tu vois, avec à l'époque on les appelait les geeks, mais mine de rien, les personnes qui sont dans la tech sont des profils quand même qui sont méga intéressants parce que moi c'est là que j'ai découvert des gens qui étaient à gauche de ouf, tu vois, on le connaît bien, Fabien, voilà, qui est que je connais, voilà, que l'on salue, qui moi, je pense que pour le coup ça a été un mec qui m'a beaucoup fait réfléchir sur ces notions-là, parce qu'on a un terreau familial qui est à peu près similaire. Et en fait, j'ai discuté, j'ai eu des débats trop chouettes et hyper intéressants. Et c'était peut-être qu'une seule petite partie de tout ce que tu as vécu, en tout cas. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est marrant parce que ça veut dire que tu es rentré dans un monde que tu ne connaissais pas, avec suffisamment de confiance pour te dire je vais me débrouiller et de toute façon, ils me diront non s'ils osent me dire non. Ouais. C'est comme ça que je l'entends, en tout cas. Et donc, tu découvres tout ça. Ouais.
Et du coup, il se passe quoi? C'est que tu fais ça pendant quelques années, c'est ça? Je fais ça pendant 3 ans. Ouais, à Rolla, j'y reste 3 ans et demi, je crois. Ok. Et puis Shodo Secret. Ah oui, ok. Donc juste après, tu passes chez Shodo. Bah oui, effectivement, parce que c'est quoi, 2016-2017, nous on se croise justement à une soirée à Rolla. Ouais. Ou en tout cas, nous on venait présenter avec Fabien une conférence, on venait la tester un peu. Ouais. Et tu disais 2019, Shodo. Donc 2019, c'est ça. Hein. Donc du coup, juste après, tu vas chez Shodo. Et juste après, je vais chez Shodo, ouais. Et là, ils me recrutent en tant que responsable communication et marketing. Et c'est là que ça démarre, parce que là, en fait, ce qui est chouette, c'est qu'il y a tout à créer et que cette fois, je suis responsable. Parce qu'avant, tu étais sous quelqu'un, c'est ça? Ouais. Oui, j'étais, j'ai commencé alternante, voilà. Oui, okay. Et puis après, j'étais chargée de com. En fait, j'étais alternante, donc j'étais avec Océane à l'époque, qui était ma tutrice, si tu veux. Et puis après, Océane est partie. Après, on a essayé de me mettre un responsable qui malheureusement... J'aime bien comment tu dis ça. Ouais, lui, il est tombé sur la ligne d'arrivée. Là. Il a fait le zinzin. La sentence est tombée. Pour la petite anecdote, les patrons de l'époque veulent recruter un responsable communication. Ils veulent mettre quelqu'un au-dessus de moi, alors que moi, je m'attendais plutôt à passer responsable. Mais bon, quoi qu'il... Voilà, ça, c'est dans le passé. Voilà, c'est dans le passé. De toute façon, j'étais hyper jeune. Enfin, voilà, les fantasmes de l'époque. Mais bon, voilà, toujours est-il qu'ils veulent recruter un responsable. Il est quasiment recruté. Ok. On me laisse l'opportunité de le rencontrer avant de signer le contrat. Tu vois, ce qui est plutôt... Moi, j'estime que c'est plutôt cool. Ouais. Et puis, comme de toute façon, comme on m'a dit plus tard, je ne sais pas faire semblant. Quand je rencontre ce mec-là, je dis, bref, je suis pas convaincue, quoi. Je le trouve pas très drôle. Je le trouvais hyper, tu vois, genre à l'époque on était quand même une équipe, je t'ai dit, on rigolait pas mal entre nous et tout, c'était il détonnait quoi par rapport à l'ambiance. Ouais, ça allait pas quoi, tu vois, genre ça, je le sentais pas. Et donc je dis moi j'aimerais bien le voir peut-être dans un autre contexte, d'aller déjeuner avec lui à l'occasion, voilà, parce que là peut-être que le contexte de l'entretien l'a un peu bridé, ce que je peux comprendre. Et donc mon patron à l'époque, il hallucine que j'ose encore ramener ma science, tu vois, m'a ramené ma fraise. Bon, il s'est pas habitué. Non, pas trop, je crois. Non. Mais il me laisse quand même l'occasion de déjeuner avec. Plutôt ouvert quand même, alors du coup. Ouais. Franchement, voilà. Et je vais déjeuner avec. Et déjà, à l'arrivée, il se comporte bien. On déjeune ensemble. Je prends une salade et un verre de vin. Donc, autant te dire que bon, on s'est pas mis la tête à l'envers, quoi, tu vois. Et pendant la discussion, il me dit oui, moi tu sais, je travaille, j'ai une collègue, moi je l'appelle ma petite, les gens ça les dérange, mais moi dans ma tête je me dis attends, vas-y, je vais pas l'envoyer chier pendant le déj, sinon je vais rentrer, je vais me faire si l'autre il veut pas venir à cause de moi, je vais me faire découper, donc je vais pas faire ça. Ouais. Mais dans ma tête je me disais l'autre il m'appellera qu'une seule fois sa petite, tu vois, genre ça va pas. Bon voilà, le déj se passe, ok, machin, tout ça, bon je le trouve un peu plus un peu plus détente. Après un verre de vin, tu te trouves plus détente. Ouais, après, ouais, voilà. Et à la fin, donc, du déj, il me fait la bise, mais il me fait la bise en m'attrapant les épaules. Tu vois? Genre, en fait, il me force à lui faire la bise, tu vois, en m'attrapant les épaules comme ça. Putain, je me dis, attends, c'est trop chelou ce qui vient de se passer. C'est si bien que je suis déstabilisée de fou, je me trompe de chemin pour rentrer au bureau, bref, voilà. Oui, ça te marque quand même. Ah ouais, en fait, à ce moment-là, je me dis, ce qui vient de se passer, c'est pas ouf, tu vois. Genre, je suis pas à l'aise. C'est marrant, ça veut dire que t'as peut-être pas complètement intellectualisé la chose, mais il y a ton corps qui fait quelque chose de bizarre. Ouais, voilà. Et en fait, à ce moment-là, je suis plus jeune qu'aujourd'hui. Voilà, je pense que j'ai peut-être 22 ans, tu vois. Et je rentre au bureau et je me dis, bon, vas-y, c'est bon. Arrête de faire des films. Il l'a pas fait exprès, c'est pas méchant ce qu'il a fait. Je rentre au bureau et on s'était échangé les numéros pour savoir, avant le déj, tu vois, genre pour savoir où se retrouver, etc. À l'époque, il y avait pas WhatsApp trop et tout, voilà. Et en fait, il m'envoie un texto en me disant « Bien rentré, tu fais la sieste, bisous. » Je me dis « Putain, c'est trop chelou. » C'est un peu chelou. Quoi. Ouais. Je me dis « Attends, c'est mon futur responsable. » Ouais. Le bisou, il est trop... Puis pourquoi je ferais la sieste, en fait? Surtout qu'en plus, là, il est même pas, pas embauché. Il est pas embauché. Il a pas signé, tu vois. Ouais, c'est très étrange. Et en fait, à ce moment-là, quand je reçois ce texto-là, je me dis « Attends... je vais aller demander quand même à une collègue ce qu'elle en pense. » Et donc, tu vois, je vais lui demander un peu dans le creux de l'oreille pour... je sais même pas pourquoi d'ailleurs, tu vois. Et à ce moment-là, donc Guillaume Ferron, avec qui je travaillais à l'époque, qui entend ça
et qui lui, avec sa grande gueule, dit attends, qu'est-ce qu'il a dit et tout, c'est un truc de fou, non, voilà. Et là, t'as le deuxième patron donc d'Arola qui passe et Guillaume dit mais montre-lui, parce que moi j'allais pas le montrer. Ouais. Et donc je lui montre le message. Et là il dit attends, arrête, c'est une blague, c'est pas vrai. J'ai dit mais non mais, et tu sais j'ai cette phrase là de j'ai rien fait hein. Ouais. Non mais tu sais mais dinguerie tu vois. Et donc là en fait là à partir de ce moment-là il est allé montrer ça au deuxième boss qui lui a dit arrête tes conneries, c'est pas vrai, non enfin vraiment et puis au final il a été gentiment éconduit, ce monsieur de l'époque, qui a essayé de me rappeler et tout. On m'a dit bloque son numéro. Enfin, non, mais en vrai. Et heureusement, mine de rien. Et je pense que, tu vois, c'est tout à l'heure, on parlait de chance. Je pense que j'ai de la chance d'avoir eu vraiment un terrain familial qui m'a permis d'avoir confiance en moi. Ouais. Parce que, en fait, à ce moment-là, mine de rien, tu vois, genre, j'ai osé ramener ma tronche quand je l'ai eu en entretien. Tu vois, en fait, il y a plein de choses qui font que j'ai eu des signaux. Et que en fait j'ai pu grâce à ça me protéger, mais parce qu'en fait une nana qui était peut-être un peu moins grande gueule, un peu moins confiante, un peu moins tout ça, et ça aurait été son responsable et il l'aurait appelé sa petite et il lui aurait peut-être envoyé des petits textos un peu chelous le soir et machin, et on sait pas ce que ça aurait pu donner. Tu vois. Tout à fait. Mais t'as osé. Ouais, j'ai osé et en fait grand bien me fasse, mais j'ai la chance de pouvoir oser en fait. Ouais, c'est que tu avais quand même un environnement là où tu pouvais le faire. Exactement. Et c'est aussi ça d'ailleurs que je suppose tu as voulu reproduire par la suite. Ouais, bien sûr. En fait, tu sais, quand t'es une meuf, t'as beaucoup d'injonctions de, justement, il faut oser, il faut aller oser négocier, il faut oser y aller, il faut oser machin. Ouais, mais attends, pour oser, il faut aussi avoir plein d'éléments qui te permettent de le faire, en fait. Et celles qui n'osent pas, en fait, on devrait pas nous dire d'oser. On devrait juste se dire que on devrait pas avoir à plus oser que les autres. Et que si on doit en faire plus, c'est parce qu'au départ, on en a moins. Et en fait, c'est un peu ça, moi, aujourd'hui, vraiment ce que j'ai envie de faire changer, c'est qu'on ait l'égalité des chances, en fait. Tu vois, l'égalité des genres, qu'on soit un homme ou une femme, qu'on parte de la même ligne, quoi, tu vois. C'est intéressant parce que juste ce matin, j'interagissais sur un post LinkedIn où une personne parlait de comment est-ce qu'on peut changer certaines routines dans notre vie en changeant notre environnement. Ouais. C'est marrant d'ailleurs la connexion parce que c'est une équation d'un monsieur qui s'appelle Kurt Lewin, peu importe, que moi j'avais apprise quand j'avais fait la conf avec Fabien, qui nous dit en fait que le comportement est une fonction de deux aspects, que sont la personnalité et l'environnement. Et en fait ce qui est intéressant, c'est que dans le long terme, quand tu fais du coaching, tu vois, tu peux dire par exemple, qu'on travaille avec une femme ou un homme, peu importe, mais tu vois, tu peux travailler sur l'aspect comment est-ce que je me permets d'oser, de faire des choses, etc. Tu vois, presque peu importe d'où on part, tu peux le faire dans le long terme et avoir cette capacité comme toi aujourd'hui et comme toi à l'époque, de dire les choses et de prendre sur toi et d'avoir cette capacité justement à exprimer les choses. Mais ça, c'est plutôt le long terme. La question qui se pose, c'est que le long terme, on ne sait jamais quand est-ce que ça va arriver. Mais par contre, la deuxième fonction, là, ça devient intéressant. Parce que ça veut dire que travailler sur l'environnement va aussi avoir un impact énorme sur le comportement. Et donc, le fait de jouer sur cet aspect-là est en fait super pertinent. Donc, ça reste une formule mathématique pour expliquer quelque chose de mou, mais parce qu'on aime bien ça. Ouais. Mais c'est là où je trouve que c'est très pertinent de dire, en fait, si je ne peux pas travailler, on peut toujours travailler à la fois sur la personnalité et sur l'environnement, mais là où toi, tu as la main aujourd'hui, finalement, c'est de créer un cadre qui permet à tout le monde, quel qu'il ou qu'elle soit, en fait, de s'exprimer plus pleinement en se disant pas, moi, j'ai pas ce qu'il faut, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais je pense que c'est même le rôle du manager et plus globalement de l'entreprise, c'est pour aller révéler les talents, en fait, pour que les personnes que tu recrutes, parce que ça coûte cher de recruter, c'est du temps, c'est de l'investissement, c'est la confiance que tu donnes. Enfin bref, en fait, un recrutement, ça coûte cher. Un mauvais recrutement, ça coûte encore plus cher. Et donc, en fait, je pense qu'en tant qu'entreprise, pour faire en sorte que ça fonctionne, tu vois, encore une fois, on vit pas dans le monde des bisounours, en fait. Moi, quand je fais de l'inclusion, c'est parce que je porte ces convictions-là, mais parce que aussi, j'estime que, en fait, une entreprise plus inclusive, et c'est pas d'ailleurs, je l'estime, c'est vrai, c'est une entreprise qui fonctionne mieux. Et donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de se dire que ton rôle à toi, c'est de créer un cadre qui va permettre aux salariés de pouvoir s'épanouir et de donner le meilleur d'eux ou d'elles-mêmes, parce qu'en fait, on partage tous le même but, c'est que l'entreprise réussisse. Et donc, en fait, pour ça, tu les intéresses, tu les mets bien, tu penses à leur bien-être. Enfin, voilà, en fait, c'est vraiment l'idée d'aller créer un écosystème qui est favorable à l'épanouissement personnel de chacun, chacune, quoi. Et c'est pas que de le dire. Et c'est pas que de le dire, en effet. C'est réfléchir et mettre en place. Et puis, faut vraiment appliquer
ces valeurs-là, parce que d'aller marquer juste que tu es une entreprise bienveillante, je crois que c'est pas... c'est plus suffisant aujourd'hui. C'est plus à la mode. C'est moins à la mode. Donc, tu nous disais anecdote. Merci en tout cas pour l'histoire. Et donc, Shodo. Ouais, Shodo. Il y a un passage à Shodo. Qu'est-ce qui a fait d'ailleurs le passage à Shodo ? Ils ont créé la boîte, mine de rien. Et le premier recrutement qu'ils font au staff, c'est pas un recruteur, une recruteuse, c'est pas un ou une commerciale, c'est une meuf à la com. Tu vois ? Ce qui est quand même pas anodin en termes de choix. Parce qu'en fait, une ESN, je pense que le premier recrutement que tu dois faire, c'est une RH ou un commercial. Mais déjà, en fait, Guillaume et John occupent ces postes-là. Et ils mettent les mains fort dans le cambouis. Tu vois. Et en fait, ils se disent, je pense qu'ils ont la conviction profonde de se dire, le modèle suffira par lui-même à attirer les talents et après les clients, tu vois. Mais en fait, pour attirer les talents et les clients, il faut faire parler de soi. Et donc, on va miser sur de la com. Et donc, en fait, c'est ça, moi, pourquoi je suis recrutée. C'est pour qu'on parle de Shodo. Pour qu'on parle de Shodo et aussi pour créer un sentiment de communauté. Donc voilà, je reprends mes fonctions d'aller organiser les séminaires et tout ça, tu vois. Vraiment, ça, tu sais faire maintenant, ça, franchement, je suis très rodée. Non, et en plus, je vais te dire, à chaque fois, je me suis fait accompagner par des partenaires et tout. Donc, mais bon, oui, allez. Pas de fausse modestie, je sais le faire. Qu'on se le dise. Je gère. Moi, je suis la reine du fun. Ouais, je suis la reine du fun. Non, mais voilà, je sais vachement bien commander des goodies aussi, tu vois. Genre, c'est... Non, mais tu vois, par exemple, c'est un truc aussi sur le sujet dont j'ai déjà discuté, c'est que aujourd'hui, je suis CEO, mais je mets encore mes mains dans les trucs un peu relous, quoi. Enfin, tu vois, parce qu'à la com... il y a personne, en fait. J'ai personne d'autre chez Shodo. Pas encore, ça va arriver. Donc, du coup, tu vois, ce qui est rigolo, c'est que là, je partage un podcast, je vais faire des conférences, des trucs qui sont quand même un peu plus plaisants, clairement. Mais ça ne m'empêche pas d'aller faire des commandes de stickers pour Devox qui est dans 15 jours. Enfin, tu vois, genre un peu moins d'ailleurs. Peut-être que je me grouille, mais ça, c'est Shodo, c'est chouette aussi. Tu gardes les pieds quand même sur terre. Sur terre. Mais du coup, justement, tu nous envoies sur un sujet, moi, qui m'avait vraiment titillé. C'était que... Donc, moi, à l'époque, j'avais vu passer un post LinkedIn qui disait, voilà, je suis devenu CEO de Shodo. Et effectivement, j'avais ce souvenir de com. Ouais. Et je me dis, mais du coup, comment est-ce qu'on devient CEO comme ça alors qu'on vient de la com ? C'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de qu'est-ce qui s'est passé et comment tu as vécu la chose ? Ouais, en fait, je crois que on ne devient pas CEO. En fait, on le devient si, mais on ne le devient pas du jour au lendemain. En fait, quand Shodo se crée donc en 2019, ils me recrutent après en 2020 et en fait, on est 3 au staff, longtemps. Et mine de rien, on traverse le Covid. Ouais. On passe d'une boîte de... quand j'arrive, je crois que je suis la 12 ou 13e salariée. Il y avait déjà un peu de monde, mais pas grand monde. Aujourd'hui, on est 150. 150, ouais. Je ne savais plus combien vous étiez, ouais. Donc voilà. Et en fait, on passe d'un projet Speakeasy. Au départ, Shodo, c'est Speakeasy. C'est-à-dire que... on veut rester tranquille, on veut rester 50, allez 60 max, tranquille ou milou, quoi, tu vois. Et en fait, ça évolue par la suite parce qu'on se dit que tu changes pas le monde en étant 50. Tu vois, tu vas pas montrer que ton modèle il fonctionne en restant que si peu. Et en fait, dans cette volonté d'aller faire plus de bruit, on est 3, puis 4 après au staff, et puis maintenant, alors on a fait 4, 5, et puis maintenant 4. Mais en fait, moi je suis là dans l'évolution de l'aventure, et en fait à chaque fois, puisque Shodo c'est aussi vraiment l'un des piliers très forts, c'est la transparence. Ouais. Et moi j'estime avoir été actrice de la transparence. Dans le sens où la transparence c'est aussi aller expliquer tes choix en interne. Et en fait pour ça il faut être un peu pédagogue. Parce que le tout, c'est pas de dire, vas-y, tenez les chiffres et puis démerdez-vous avec, c'est nul. Enfin, tu vois, genre, ça, c'est de la transparence, mais un peu pété, je trouve. Et en fait, on a fait des coms en interne, on a, tu vois, quand il faut aller expliquer les chiffres, quand il faut aller expliquer même le Covid, tu vois, quand on a décidé de prendre des actions pour traverser la crise, pour aussi aller rassurer les gens, enfin, voilà. Moi, j'étais là et je disais toujours à John et Guillaume, expliquez-moi tout, parce que si moi, je ne comprends pas, les autres ne vont pas comprendre non plus. Donc, il faut que je comprenne tout. Et pour que moi, en plus, je puisse derrière aller donner de l'info. Donc, tu vois, il y avait encore un peu ce truc, mine de rien, alors un peu plus éloigné, mais même de journalisme, en fait. Enfin, tu vois, il y avait encore un peu ce truc quand même, d'aller porter la parole, d'expliquer, de renseigner. Et en fait, ça s'est fait comme ça pendant 3 ans, où vraiment mon rôle à moi, c'était de
à la fois d'aller comprendre. Et donc, en fait, pour comprendre, tu poses des questions. Et parfois, quand tu poses des questions, ça fait réfléchir. Et en fait, tu challenges. Et je les ai challengés, je pense, pendant 3 ans, au point que même on a mis en place une politique d'inclusion, d'égalité des genres, etc. Parce que tout ça, c'est parce qu'à un moment donné, tu les challenges et tu dis, attends, là, on parle de justice sociale, il n'y a pas de meuf. C'est pas la justice sociale, ça. Il y a une incohérence quelque part. Là, c'est incohérent. Donc, du coup, voilà. Et en fait, je crois que c'est ça qu'ils ont tenu à reconnaître en me nommant CEO, c'est la capacité à chaque fois d'aller peut-être les questionner pour donner, qu'on donne toutes et tous le meilleur de nous-mêmes, en fait. Ça veut dire qu'en fait, tu t'es déjà traité comme une paire, si je puis dire, plutôt que finalement une subordonnée, si on peut appeler ça comme ça. Mais tu vois ce que je veux dire au sens hiérarchique du terme, c'est que les conversations que tu avais déjà avec eux étaient déjà en fait des conversations de niveau CEO, quoi. En fait, alors je me suis traitée comme ça parce qu'ils m'ont bien voulu laisser cette place-là. Enfin, vraiment, tu vois. Et ça, c'est... je pense que c'est vraiment la chance que j'ai eue, c'est que à aucun moment ils m'ont dit bon, toi à la com on s'en fout, tu vois, vraiment. Et j'ai toujours eu la possibilité de ramener ma science. Et puis après, ça va pas, c'est pas machin, de toute façon c'est eux qui décident et c'est toujours eux qui décident, tu vois. Mais j'avais quand même vraiment la possibilité de discuter, d'en discuter. Et tu vois, par exemple, Jonathan, j'ai 13 ans d'écart avec lui. Certains pourraient se dire, à sa place, vas-y, elle, c'est une petite jeune. Qu'est-ce qu'elle va m'apprendre de la vie? Qu'est-ce qu'elle vient me casser les pieds? Voilà. Et je n'ai jamais cette impression-là avec lui. Et ce qui est assez dingue, tu vois. Parce que l'écart d'âge, il n'existe pas entre lui et moi. Enfin, si, quand même. Vraiment, il est vieux, tu vois. Mais on lui dira. Voilà. Je lui dis souvent, quand même. Mais en fait, c'est ça qui est hyper cool. C'est ce sentiment de pouvoir être l'égal de 2 cofondateurs courageux et visionnaires. Et c'est hyper chouette. Et je pense que c'est la chance que j'ai eue, Oui, parce qu'au final, vous avez le même objectif. C'est juste que vous avez des backgrounds différents, même des références différentes, au vu de la différence générationnelle. Mais il y a un respect mutuel suffisant pour avoir créé cet environnement et te permettre de faire ce que tu veux. C'est marrant parce que tu as utilisé le terme chance. Et rien que ce matin, on me posait une question sur la chance et je disais, moi, il y a un proverbe que j'aime bien, qui est la chance est un hasard qui se provoque. Et je pense que de par, on va dire, ce que je découvre de toi et de toute ton histoire, c'est qu'il y a plein d'actions qui ont fait que, au final, quand on t'a nommé CEO, ça n'a pas été de la chance, quoi. En fait, tu as pavé ton chemin pour qu'au final, on se rende compte que tu étais la bonne personne de par l'écosystème qu'il y avait autour de toi, de par toutes les actions que tu as mises en œuvre et de par toutes les conversations qu'il y avait déjà avec toi. Ouais. Mais c'est toujours cool de l'entendre parce que c'est vrai. Pour le coup, tu vois, l'un des premiers à me l'avoir dit, c'est Guillaume, qui m'a dit, attends, la chance, ça se provoque. Et en fait, c'est vrai. Il y a une part de chance. J'ai eu vraiment de la chance. Mais en fait, à un moment donné, j'ai aussi su actionner les choses, prendre sur moi, travailler. Tu vois, il y a eu du travail, même si le travail, c'est pas forcément une torture. Ça m'a plu de travailler, mais j'ai travaillé. Et en effet, à un moment donné, là où j'ai eu de la chance, c'est que de tomber sur des personnes qui vont te redistribuer les fruits de ton travail, tu vois. Genre, c'est vraiment ça. Et j'ai récolté les fruits de ma chance. Ouais, je parle dans des métaphores. N'importe quoi. En plus, ça veut rien dire. Mais du coup, alors, je sais pas du tout comment ça s'est passé, mais ce jour où on te dit, salut Laurie, comment ça va? Je sais pas trop comment vous parlez, mais on a décidé de te nommer CEO de Shodo. Tu te rappelles de ce jour-là? Bien sûr, je m'en souviens. C'est en janvier 2023 qu'on me le propose. Je m'en souviens très bien parce que, en fait, il m'invite au resto pour mon entretien annuel, en sachant qu'on n'a pas tellement d'entretien annuel chez Shodo, puisque je t'ai dit, on a une grille de salaire indexée sur les années d'expérience, donc en fait, les augmentations, on n'en parle plus. En gros, on se fait une bonne bouffe pour célébrer l'année passée et puis pour célébrer celle qui va arriver. Et puis quand même discuter de ce qui s'est passé, voilà. Mais donc, entretien annuel plutôt cool. À ce moment-là, je suis enceinte. Je suis enceinte depuis peu de temps, ils le savent. Voilà, moi je leur ai dit tout de suite, je suis dans un contexte de confiance avec eux. Donc en fait, j'ai tenu à leur dire très vite parce que j'ai envie qu'ils m'accompagnent dans cette aventure. Et tu sais, en général, on te dit oui, il faut attendre les 3 premiers mois au cas où. Oui, au cas où, j'avais envie qu'ils soient à mes côtés, tu vois. Voilà. Donc ils savent très bien que je suis enceinte, voilà. Et donc ils m'invitent au resto, on est tous les 3. Et là, Jonathan parle sérieusement et me dit, écoute, on va, nous ce qu'on te propose, c'est, si tu le veux bien, c'est, on va avoir besoin de prendre de la hauteur. Maintenant, Shodo devient un groupe. On va avoir besoin de prendre de la hauteur pour aller gérer l'ensemble du groupe. Et on veut un relais. Et on a pensé à toi parce que tu nous accompagnes depuis le début. Qui mieux que toi pour aller porter nos valeurs? T'as pas les compétences. Et il a raison, j'ai pas les compétences pour gérer une boîte.
Mais ça, c'est pas grave, ça s'apprend. Et en fait, au pire, t'es très bien accompagné. Tu vas pas tout faire. Mais en fait, tu sauras prendre des décisions. Et on a pleinement confiance dans les décisions que tu prendras. Donc, est-ce que tu veux bien passer CEO? Voilà. J'ai pas hésité tellement longtemps. Et j'ai dit oui tout de suite. J'ai dit bien sûr. Il s'est passé quoi dans ta tête à ce moment-là? Je me suis dit... Parce que tu t'y attendais pas en vrai. Non, je m'y attendais pas, même si en fait, il y avait depuis quelque temps, il me parlait de me donner le mandat d'une filiale en région. Ok. Que j'avais refusé. Parce que j'ai dit non, moi je veux travailler avec vous. Je ne veux pas que vous alliez me mettre en région, moi je veux être avec vous, en fait. C'est comme ça qu'on est depuis le départ, moi c'est comme ça que je veux évoluer. Et puis, qui plus est, j'avais pas forcément envie de me tirer en région, mais bon, bref, après, avec le train, tu peux faire des allers-retours, mais moi, je voulais bosser avec eux. Et c'était le deal. C'était que je reste avec eux. Et donc, tu vois, il y avait déjà quand même un peu ces enjeux de monter à un poste plus que responsable com, mais jamais CEO groupe avec eux, quoi. Enfin, tu vois, genre. Donc, quand ils me le proposent, je me dis, waouh, parce qu'en fait, secrètement, je le voulais un peu quand même, ce truc, tu vois. Tu l'avais quand même, on va dire, si ce n'est imaginé, un peu fantasmé, quoi, ce côté, en fait, j'avais pas fantasmé de prendre ce poste-là, même qu'on me le propose, mais j'avais vraiment l'envie de rester, en fait, d'être avec eux à la direction du groupe, etc. Enfin, tu vois, genre. Et c'était. Mais bon, j'aurais jamais imaginé qu'on puisse me proposer un tel rôle, tu vois. Pour moi, je pensais que j'allais rester. Enfin, j'en sais rien. Tu sais, je t'ai dit, le monde de l'entreprise, moi, j'y connais rien. Je sais pas ce qu'on aurait pu me proposer. Mais voilà. Et donc, là, à ce moment-là, quand on me propose ça, je me dis, quand on voit le sourire sur ton visage. T'hésites pas, en fait. Là, tu sais qu'à ce moment-là, tu vas prendre l'un des rôles les plus importants de ta vie. Et tu le sais, en fait. Tu sais que cet instant-là, faut pas l'oublier. Et je l'ai pas oublié, je l'oublierai pas. Et en fait, le truc qui est aussi incroyable, c'est que, je t'ai dit, j'étais enceinte. Et en fait, ils se disent pas, elle va devenir daronne, elle va avoir moins de temps, ça va chambouler sa vie certainement, mais peut-être qu'elle aura moins de temps à nous donner au travail. Tu vois, ils ont jamais douté de mon investissement, même en tant que future maman, tu vois. Et par contre, ce qu'ils me disent, c'est, tu vas faire ta grossesse tranquille, tu vas prendre ton congé mat tranquille et on te nommera qu'à ton retour. C'est pour ça que moi, du coup, quand j'ai vu la nouvelle, j'ai eu l'impression que c'était genre, elle revient de congé mat. Et boum, elle a la nouvelle. Là. Tu vois, c'est comme ça que je l'avais perçu, moi, à l'époque. Mais du coup, tu étais prévenue avant. Ce qui paraît pas déconnant, mais... ils ont été cool. J'ai eu une année, en fait, pour me préparer à l'idée. Et puis t'organiser aussi bien, aussi personnellement. Parce que quand tu rentres à la maison et que tu dis, au fait, là, je vais prendre une petite promotion, va falloir qu'on trouve un moyen de s'organiser, tu vois. Et tu vois, par exemple, lui, mon mari, qui était à l'époque en ESN, il a fait le choix de passer indépendant pour avoir plus de REM, mais plus de flexibilité. Tu vois, puisqu'il n'avait pas de boîte avec le modèle Shodo dans son secteur, donc c'est le choix qu'il a fait. Et on s'est organisé comme ça. Et depuis, on s'organise comme ça, Vous faites comme vous pouvez, en tout cas, avec ce que vous avez. Et du coup, comment est-ce qu'on passe de chargé de com à CEO? C'est-à-dire que là, tu sais que ça va arriver. Et pendant cette année, donc déjà, tu dois gérer la nouvelle vie que tu vas avoir. Premier enfant. Donc du coup, tu vois, premier changement qui va arriver. Et je crois que de toute façon, on n'est jamais formé pour être parent. On n'a que des exemples de ce que les gens ont fait au bout du compte. Donc je pense que déjà, c'est un changement important à avoir. Et du coup, tu sais que tu as ce deuxième truc-là. Comment ça se passe? Il y a des choses sur lesquelles tu commences à lire, j'en sais rien, te former, t'es accompagné. Comment est-ce que ça se prépare? Alors je suis accompagnée. En fait, t'as l'annonce de la nouvelle, t'as le fait que ça va se mettre en place. Donc en fait, pendant cette année-là, si tu veux l'année entre guillemets de ma grossesse, 9 mois ressentis 15 ans, clairement, c'est long, une grossesse. Mais donc pendant cette année-là, je pense que c'est le moment où tu sais, t'es un peu sur ton petit nuage, où tu dis ça va être trop bien. Tu vois, t'es encore un peu dans ta zone de confort de ouf, parce que t'es encore au cran d'en dessous. En fait, si tu veux, moi, j'étais encore responsable com, je suis pas encore passée CEO, et puisqu'ils me disent, voilà, c'est pas pour maintenant. Donc, en fait, l'investissement que tu mets en plus de ton statut de responsable communication, il est valorisé, et voilà. Et si tu veux, pendant cette année-là, je pense que je réalise pas encore trop, en fait, ce qui va vraiment m'arriver. J'en profite à fond, et puis, en fait, après, t'as quand même la grossesse qui te prend... du temps de cerveau, en fait, aussi. Tu vois, ça te mange le cerveau, vraiment.
Et donc, je pense que je mets trop rien en place, mis à part, je continue à travailler beaucoup, comme je l'entends, et à m'investir beaucoup. Et puis après, en fait, t'as un congé mat qui dure 4 mois, 16 semaines. Et en fait, le vrai game, il commence quand je reviens de congé mat. C'est là où ça commence vraiment pour moi. Parce que, déjà, quand tu sais, moi, tout le long de ma grossesse, j'ai dit non, mais en fait, un bébé, ça changera pas ma vie. Ah ouais, tu t'es dit n'importe quoi. Enfin, tu sais, genre, bouffonne. Tu vois, genre, quand je m'écoute. Il y a que toi qui te dis ça, je crois. Mais de ouf. Non, mais tu sais, genre, non, mais t'inquiète. Et tu sais, et John et Guillaume, ils étaient là, genre, c'est ça, ouais. N'importe quoi. Et en fait, quand tu rentres de congé mat, là, t'as beaucoup. En fait, encore une fois, je suis chez Shodo, je suis CEO de Shodo. J'ai mis en place des mesures inclusives, j'ai mis en place vraiment des choses pour faciliter la parentalité. Je les mets en place parce que on en parle avec Guillaume et Jonathan, donc je suis dans un contexte hyper bienveillant, accueillant par rapport à ça. Ouais. Et je reviens et je me mets une pression de dingue, tu vois, genre parce que non, la maternité, ça doit pas changer ma vie. Je dois pas faire peser la maternité sur l'entreprise. C'est mon choix personnel. Non, mais tu sais, en fait, il y a beaucoup de codes quand même qui ont eu un impact sur tes décisions à ce moment-là. Ouais, en fait, à ce moment-là, je le vis mal même. Tu vois, je pense que il me faut 1 an pour vivre bien tous ces changements-là. Et à moi, il m'a fallu ce temps-là, alors que je suis dans ce contexte-là. Ouais. Pour toutes les nouvelles mamans qui reviennent après un congé mat dans des postes à responsabilité, mais tu m'étonnes qu'il y en ait plein qui fassent des dépressions postpartum, qui se tirent. En fait, c'est des burns. Enfin, tu vois, en fait, je ne me rendais pas compte. Et aujourd'hui, je pense qu'il faudrait qu'on s'en rende un peu plus compte en tant qu'employeur de l'enjeu qu'il y a autour de cette identité maternelle, en fait, qui se construit quand identité maternelle et professionnelle. Et ça, en fait, le game, il a commencé quand je reviens, genre le 19 octobre. Tu vois, je reviens le 19 octobre. La première chose que je fais, c'est vas-y, je vais aller à Nantes alors que personne ne me le demandait. Je vais aller à Nantes pour aller à cette conf et tout. Je vais laisser mon bébé 2-3 mois avec son père, mais c'est bon, machin. Non, mais en fait, arrête, tu vois, genre. Je m'énerve aujourd'hui quand je repense à ça, tu vois. Je m'énerve moi-même. Non, mais je te jure. Et c'est là, en fait, où tu manges un peu ton pain noir parce que tu vois bien que t'es plus la même, que t'as plus le même temps, que t'as plus le même cerveau. Parce qu'en fait, il y a un bébé maintenant. Tu vois, avant, je devais penser à rien avant d'avoir mon enfant. Mais maintenant, tu penses toute la journée à ton gosse, tu vois. Mais même pas en tant que charge mentale, tu vois. C'est en fait, émotionnellement, effectivement, t'es prise, en fait. Il y a une connexion quelque part. Ouais, tu vois, il y a vraiment ça. Et forcément, en fait, t'es pas forcément toujours focus sur le taf parce que, voilà, tu penses à ton fils et voilà. Et en fait, c'est là où je galère un peu plus. Et puis après, tu te détends un peu du genou à partir du moment où tu comprends que en fait tout le monde est là pour t'aider et que personne n'est là pour te juger, en fait, tu vois. Et du coup, à ce moment-là, quand tu réussis à, on va dire, à retoucher un peu le sol après tous ces émois, je dirais, c'est quoi que tu apprends concrètement qui, pour toi aujourd'hui, tu pourrais définir comme étant des activités de CEO? Alors, ce que j'apprends concrètement, en fait, j'apprends pas. Si, j'apprends tous les jours. Mais une des premières actions qu'on m'a données, c'est alors déjà de me donner le temps de reprendre ma place. Vraiment, tu sais que je disais tout à l'heure, d'actrice de la transparence, de la pédagogie, vraiment de la com en interne. Et puis aussi d'aller, par exemple, aussi mettre mon nez vraiment dans toutes les autres parties opérationnelles. Tu vois, par exemple, avant, je faisais pas de commerce. John m'a dit, viens avec moi au commerce. Tu vas voir, parce qu'en fait, demain, tu vas devoir savoir prendre des décisions. Tu vas pas être commercial du jour au lendemain, c'est bien évidemment. Ouais. Mais tu vas devoir savoir prendre des décisions. Et en fait, c'est ça aujourd'hui qu'ils m'apprennent. Ils m'apprennent pas tellement opérationnellement à être CEO parce que, moi, mon cœur de métier, c'est la com. Ouais. J'en fais depuis 10 ans. Je trouve que je le fais pas trop mal. Je ne vais avoir aucune valeur ajoutée à être la chef des commerciaux, la chef des recruteurs. Enfin, tu vois, ça n'a pas de sens. En fait, on est accompagné pour ça. Et voilà. Mais en fait, ce qu'ils m'apprennent, c'est à savoir mettre tous les tenants et les aboutissants pour prendre la meilleure des décisions. Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'en fait, tu ne deviens pas experte de tout. Non. Tu deviens simplement experte du processus de décision qui va t'amener à, justement, emmener la boîte dans une direction ou dans une autre. C'est ça. Et en fait, je suis garante des valeurs de Shodo. Donc, en fait, dans chaque décision qu'on prend, il faut, et en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète, mon rôle, il faut qu'on puisse retrouver les valeurs Shodo. Donc, dans les décisions cool et moins cool. Tu vois, d'aller protéger le collectif, d'aller protéger l'entreprise tout en restant droit dans tes bottes. En fait, c'est ça. C'est ça aujourd'hui, je pense, mon rôle de CEO, apprenante, mais est-ce qu'on n'apprend pas tous les jours, tu vois ? Tout à fait. C'est de savoir comment aligner les éléments pour prendre la meilleure décision
chez Shodo. C'est ça, moi, mon rôle. C'est la responsabilité que tu as, c'est finalement les dangers que tu prends, c'est ça qui repose sur tes épaules. Donc c'est ça aussi, au-delà d'un titre. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, tu prends le titre, mais tu prends aussi les responsabilités qui vont avec, et c'est normal. Et puis après, il faut aussi, et ça c'est quelque chose que j'apprends à faire, mais tu prends aussi la posture. C'était quoi une posture de CEO alors ? C'est quoi, j'en sais rien. Au-delà d'être bien installé dans un fauteuil, là. Ouais, voilà. Déjà, c'est pas mal. En fait, c'est ça qui a été aussi compliqué, je pense, pour moi. C'est que, en fait, je reviens de congé mat et je dois apprendre à être maman. Ouais. En fait, tu vois, tu es déjà une nouvelle personne. Et je dois aussi je change de poste. Et donc, du coup, à la com, en fait, moi, mon taf à la com, c'était quand même d'être très avenante avec tout le monde, d'écouter, en fait, t'as pas de rôle de décideur. Donc, quelque part, tu n'as que le bon rôle. Et demain, aujourd'hui, en tant que CEO, j'ai toujours le bon rôle, mais t'as aussi le rôle de prendre des décisions, de porter les décisions, voilà. Et aussi d'aller marquer certaines limites, en fait. Enfin, tu vois, genre, dans le sens où, quand je demande à quelqu'un de faire quelque chose, je suis plus la responsable com. Là, c'est ta directrice qui te demande quelque chose. Donc, bon, au-delà même de l'aspect hiérarchique, en fait, à un moment donné, c'est comme ça, quoi. Et en fait, c'est ça aussi qui est plus compliqué, c'est qu'à un moment donné, déjà, je suis une meuf, je suis jeune, j'ai pas le bon diplôme, j'ai pas la bonne fonction. Quelle légitimité j'ai pour dire maintenant je suis ta directrice, et quand je te demande un point, par exemple, c'est malvenu de dire que t'as pas le temps. Ouais. À part si t'as vraiment pas le temps, ou que t'as pas envie, disons. Oui, c'est ça. Voilà. Parce que si t'as pas le temps, t'as quand même le droit de pas avoir le temps. Quand même. Mais on n'est pas des animaux aussi. On n'est pas des animaux. Mais en fait, voilà. Et ça, ou de savoir dire non aussi, tu vois. Genre, on a des sollicitations, c'est même plus ça. C'est de savoir dire non à certaines sollicitations parce que maintenant, en fait, tu n'as pas le temps toi-même. Et c'est ça qui a été, je pense, le plus questionnant pour moi, parce que je passe vraiment d'une fonction où on s'attend qu'à une meuf un peu cool, souriante, etc., à une fonction un peu plus sérieuse où tu vas décider. Et ça, ça demande, je pense, une sorte de... déjà de l'intérioriser, ce truc-là, de le conscientiser, et après, de savoir l'exprimer. Et ça, c'est le truc où John me bouscule quand même pas mal là-dessus. Enfin, me bouscule. Non, il me bouscule pas, mais m'aide beaucoup à le réaliser et à surmonter mes biais que j'ai, quoi. Et du coup, c'est bien parce que c'était une des questions que j'avais, donc tu me l'as amené subtilement. Mais donc, quand tu passes de chargé de com à CEO, les relations que tu as avec les personnes, comment est-ce qu'elles changent ? Parce que du coup, il y a des personnes avec qui tu étais au même niveau et je sais pas comment ça se passe entre les niveaux, mais du coup, comment ça a évolué ? Est-ce que, voilà, en gros, c'est les relations vraiment au sens relationnel, est-ce que ça a été facile, pas facile ? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là ? Franchement, les consultantes étaient hyper cool. Genre, ils rigolent. Enfin, tu vois, genre, madame la directrice et tout ça. Enfin, voilà. Mais c'est très, très cool. Enfin, voilà. Ça s'est très bien passé. Après, évidemment, il faut camper le rôle, mais il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. Non, en fait, les relations changent pas vraiment. Les autres ne changent pas, en fait. Les autres, que tu aies le rôle ou pas, c'est pas parce que ils t'ont connu hier à la com, pas parce que tu passes directrice qu'ils disent ça y est, c'est une nouvelle personne. C'est juste toi qui ne dois pas changer tes relations, mais qui dois changer ton rapport au travail, en fait. Et la façon d'aller repenser aussi à l'ordre de tes priorités, la fonction que tu as. Enfin, tu vois, c'est ça. Et je pense que les relations, entre guillemets, ne changent pas. Moi, j'ai pas eu l'impression que ça avait changé ou qu'il y avait une sorte ou qu'ils étaient intimidés ou quoi que ce soit. Enfin, tu vois, pas du tout. Mais que moi, je devais quand même incarner le rôle différemment. Tu vois, c'est plus ça. Ouais, c'est intéressant. Enfin, incarner le rôle, en fait, tout court même. C'est intéressant, je me pose la question, parce que du coup, j'ai pas de conviction, parce que j'ai jamais vécu ça. Mais c'est vrai que, par exemple, j'avais échangé avec des personnes qui avaient changé de rôle, comme ça. Souvent, ça monte. Toi, t'es monté tout en haut, mais du coup, ça monte. Mais par exemple, quand tu dois manager tes anciens collègues, du coup, là, la relation, forcément, elle a une évolution qui est différente. Peut-être que le fait que tu aies été sur une fonction de support, peut-être que ça a aidé parce que tu avais des relations qui étaient déjà, on va dire, distanciées sous un certain nombre. Oui, sûrement, ouais. Et après, pour le coup, j'ai eu à manager
une ancienne collègue, Lucie, qui plus est mon amie. Et pour tout te dire, on était 2 meufs au staff chez Chaudot. On est tombées enceintes en même temps. On a accouché le même jour. Le même jour. Le même jour, à 2 heures près. C'est incroyable. Nos fils seront amis d'enfance. Je pense qu'ils n'ont pas tellement le choix. Oui, c'est ça. Et en fait, du coup, moi, j'ai dû la manager. Parce que quand elle est arrivée, il n'était pas question que je passe CEO. Puis après, je suis passée CEO. Mais encore une fois, tu vois, c'est particulier parce que c'est mon amie. Et elle savait que quelque part... j'allais le faire pas pour aller la cartonner ou pas pour machin, enfin que moi mon but c'était de protéger l'entreprise et que pour ça faut la manager, faut lui dire quand ça va moins bien, l'accompagner, etc. Voilà, donc ça a été quand tu le fais en bonne intelligence avec un cadre qui est clair et un contrat relationnel, si je puis dire, qui va aux 2 parties, grosso modo ça se passe quoi. Ouais, j'aime bien l'idée de contrat relationnel, c'est vraiment ça. En fait, c'est de quelque part, c'est de faire confiance. Tu fais confiance à la personne et la personne te fait confiance. Et d'être hyper transparente. Enfin, tu vois, pour le coup, j'ai lu parmi mes lectures de CEO, qui n'en est même pas tellement une, mais Radical Candor. Je sais pas si tu... Voilà. Et pour le coup, la sincérité bienveillante et en fait, l'idée d'aller le faire avec quelque part de la bienveillance, de la transparence, sans jamais aller mettre de faux semblants. Tu vois. Et ça me va très bien parce que mon ancienne responsable chez Arola, c'est vrai que je l'ai oublié tout à l'heure, Miskin, je n'ai pas trop travaillé avec elle. Et voilà. Mais elle m'avait dit à l'époque, elle m'avait reproché. Mais de toute façon, toi, tu ne sais pas faire semblant. Et tu vois, je trouve que c'est vraiment le plus nul reproche qu'on m'ait fait. Oui, c'est ça. C'est nul comme reproche. Parce qu'en fait, je suis très contente de ne pas savoir faire semblant. Et c'est justement une des qualités qui probablement t'a permis de faire ce que tu fais et d'être qui tu es aujourd'hui. Ouais. Parce que ne pas savoir faire semblant, c'est pas ne pas avoir de filtre. Tu vois. Je suis pas une zozote non plus qui met le feu partout où elle passe, tu vois. Mais en fait, quand quelque chose me plaît pas ou me plaît, j'essaye de ne pas faire semblant et que quelque part mes réactions suscitent la confiance en fait. C'est qu'au moins il y a une cohérence par rapport à qui tu es, ce que tu fais, ce que tu dis. Ouais, j'essaye. Et ça c'est déjà pas mal quoi. Ouais. Et du coup, une petite dernière question pour, on va dire, boucler cet épisode de ta vie. Qu'est-ce que ça t'a ouvert comme perspective ? Je pense que ça m'a ouvert... en fait, tu as un nouveau monde qui s'ouvre à toi, étant donné que tu arrives... tu sais, moi j'ai 30 ans, 31. Ça y est, t'as basculé. Ouais, j'ai basculé. Les cheveux blancs et tout. Et en fait, si tu veux, il y a ce plafond de verre qui explose. Où en fait, tu te dis, maintenant que je suis là, je pense que tout est possible. Alors, avec les biais qu'on connaît, le fait que je sois une femme, etc. Voilà, encore une fois, moi, c'est les convictions que je porte. C'est que je n'aurai pas forcément les mêmes facilités qu'un homme qui vient d'école de commerce. Voilà, enfin, mais ça, maintenant, c'est bon, c'est intégré. Donc, je fais avec. Je joue avec les règles du jeu. Et c'est pas pour autant que j'ai pas envie de les changer, mais je joue avec. Et quelque part, il y a un peu cette idée de, je peux ne pas m'arrêter là. Tu vois, c'est-à-dire que demain, je peux peut-être avoir aussi des ambitions politiques. Enfin, vraiment, en fait, il y a un monde nouveau qui s'ouvre où t'es pas cantonné à rester responsable communication et peut-être après directrice de communication. Enfin, tu vois, en fait, je peux avoir envie de tout faire. Donc là, t'as la capacité à créer un chemin vraiment qui te ressemble et qui répond à tes convictions, à tes envies, à tes contours, quoi. Ouais, en fait, il y a un peu de ça, Et tu vois, genre, je n'ai que 30 ans. 31 ans. Oui. Et c'est ultra, ultra privilégié. Et c'est pour ça que je le fais avec beaucoup de conviction aujourd'hui, parce que je sais que j'ai une belle histoire, mais j'ai pas envie d'être la seule à avoir cette belle histoire. Tu vois. J'ai envie qu'on puisse aussi donner la chance aux profils qui ont pas toutes les cartes en main ou pas le profil, tu vois, tous ceux qui ne paraissent pas être le fameux mouton à 5 pattes, le mâle blanc qui sort d'école de commerce à 15 000 balles l'année. Enfin, tu vois, genre, en fait, que la diversité, même au poste de direction, c'est une vraie richesse pour la réussite des entreprises, en fait. Et ça, c'est vraiment ma conviction profonde pour le coup. Enfin, une de mes convictions profondes. En tout cas, c'est une belle phrase de fin d'histoire. Yes. Merci beaucoup, en tout cas, pour tout ce partage, pour ces anecdotes qui resteront dans nos mémoires. Super. Et pour ta sincérité, ta franchise. Parce qu'il paraît que tu ne sais pas faire semblant. Exactement. Donc, effectivement, c'est un très mauvais retour. Ouais, c'est nul. C'est nul. Alors, comme je t'en avais parlé tout à l'heure, on va passer à la dernière phase de cet épisode-là, où j'ai quelques questions
du coup, qui ne sortent pas de ma tête, mais qui sont sur des cartes. Ok. Et on va en passer quelques-unes. Ouais. Et du coup, on va voir ce qui en émerge. Ça marche. Ok. Alors, ce que je vais te proposer, c'est de choisir un nombre, dans un premier temps, entre 4 et 18. Ok. Ok. Et du coup, je te lirai la question qui correspond. Entre 4 et 18, je vais prendre le 9. C'est ma date de naissance. 9 décembre. 9 décembre Tu veux faire 9 et 12 Allez. Alors, qu'y a-t-il sur la liste de tes envies? Ces choses à faire absolument avant de mourir. Alors, tu vois, c'est marrant parce que j'en parlais dernièrement, mais je ne me vois pas finir ma vie sans avoir vu le moindre recoin de la planète. Et ce qui est assez dur pour moi, puisque j'ai décidé de ne plus prendre l'avion, ou alors jusqu'à la fin de ma vie, je n'ai que la possibilité de prendre 5 fois l'avion. 10 allers-retours. Enfin, ok, c'est 10 allers-retours que tu as. Voilà. Et ce chiffre, il est venu comment? Je pense que c'est Jean-Co, tu sais, Jean Covici, qui a dit on devrait tous prendre 5 fois l'avion. Bon, ouais, ok, Jean Covici, d'accord, mais t'aurais dû me le dire avant, parce que j'ai déjà pris peut-être. Alors, j'ai pas pris beaucoup l'avion parce que j'aime pas trop ça. Mais enfin, là, en fait, je me suis fixé ce cap-là, et donc, du coup, tu vois, je réfléchis à comment je vais pouvoir faire. Mais oui, j'ai envie de voir toute la Terre. Ok. De voyager. Donc, probablement que tu vas nager beaucoup. Ah non, je nage comme une pierre. Non, je vais faire de la rando plutôt. Je nage comme une pierre. Merci pour ton partage. Tu voulais faire la 12, vu que c'était 9 et 12? Vas-y, 12. Alors, la 12e, parle-moi d'une rencontre qui a changé ta vie pour toujours. Mon fils. Ouais. C'est une rencontre, hein. Tout à fait. Pour le coup, c'est une vraie rencontre, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un que tu ne connais pas et que d'un coup, tu connais toujours pas, en fait. Et qu'à la fois, tu connais comme si tu l'avais fait. Et c'est le rôle. En vrai, tu l'as fait? Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ne l'oublions pas quand même. Je le connais comme si je l'avais fait, mais c'est vrai ça. Mais ouais, c'est la rencontre qui change ta vie pour toujours. Quand tu deviens maman, en fait, c'est... En fait, avant de devenir maman, j'avais des principes. Autant te dire que ça balaye tout, tu vois. Devenir maman, ça balaye tous tes principes. Et en fait, tu te reconstruis et ça change ta vie pour toujours, quoi. Donc, la rencontre avec ton fils. Ouais. Eh bien, merci. Donc, ça, c'était le premier paquet de cartes. Donc, il y en a encore 2 de paquets. Donc, je vais te demander de choisir maintenant entre 19 et 39. C'est pas super sexy les nombres, mais c'est... voilà, désolé. Je vais prendre le 20, parce que mon fils est né le 20 juillet. Ok, on reste sur les... Date de naissance. C'est très bien. Eh bien, raconte-moi quelque chose que tu as appris récemment. Globalement, entre guillemets. J'ai appris à dire non. Ouais. C'est un vrai truc. C'est-à-dire que... Alors, j'ai appris à dire non, donc à poser des limites, tu vois. Genre, dans le cadre du travail, c'est-à-dire que quand... tu vois, c'est tout bête, hein, mais je dois programmer un point pour un besoin. Quand on me dit non, mais là, ça m'arrange pas, plutôt telle semaine, non. Non, vraiment, on peut tous trouver un moyen d'avoir 30 minutes parce que moi, c'est mon besoin. Et tu vois, ça, je ne savais pas le faire avant, putain. Et le pouvoir de dire non, tu vois, je crois que c'est une connerie dans un film ou un sketch ou un truc comme ça, tu vois. Mais c'est ce que j'ai appris. Et aussi à poser des limites. C'est qu'à un moment donné, quand il y a quelque chose qui, je sais pas, où on t'a fait perdre un peu de temps ou quoi que ce soit, en fait, à le dire. Et ça, je l'apprends là, en ce moment. Donc tu veux dire, parce que poser des limites, c'est qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui n'est pas acceptable. Ouais, voilà. C'est ça? Aussi dans le sens où, en fait, d'arrêter de vouloir toujours être aimé, c'est un grand mot, mais de vouloir toujours plaire. En fait, c'est quelque part, je pense que j'apprends le courage managérial, non, parce que je pense que c'est de porter des décisions difficiles, ça ne m'a jamais posé problème. Mm-hmm. Mais en fait, il y a porter les décisions que les autres prennent et il y a porter tes propres décisions, tu vois, il y a ça aussi. Ouais. Et donc, à un moment donné, quand tu décides que c'est comme ça, ou que tu décides que là, ça s'est mal passé, d'aller le dire parce que ta personne au travail, elle a été contrariée, et ça, avant, je ne le faisais pas. C'est-à-dire que, c'est pas grave, c'est comme ça. Tu gardes pour toi, c'est ça? Voilà. Et maintenant, je le fais, ça. Et tu penses que ça, c'est lié au fait que tu sois devenu CEO? Ouais, parce que ça fait partie je pense, de la posture, pour le coup. De te dire, tu vois, c'est Guillaume qui m'a dit ça. Qui m'a dit, tu sais, avant, on me proposait des déjeuners, mais pour tout, voilà.
Et parfois des choses, enfin, tu vois, des partenariats qui ne m'intéressaient pas. Mais parce que, je sais pas par quelle force de ma pensée, je me disais, faut que j'y aille. Et en fait, Guillaume me dit, mais attends, mais t'es DG maintenant. Pourquoi t'irais déjeuner pour ça? Enfin, ton temps, il n'est pas extensible. Ah ouais, putain, c'est vrai. C'est vrai. Tu vois, ouais, t'as raison. Et ouais, en fait, c'est ça là que j'apprends à dire non. C'est génial. Ouais, c'est cool. Bon, en tout cas, j'espère qu'on n'a pas besoin de devenir CEO pour apprendre à dire non. Non, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est un bon moyen pour toi de le faire. Exactement, ouais. Super. Je te propose une petite dernière. Allez. Dans le dernier paquet. Ouais. Donc entre 40 et 52. Ouais, putain, mais je sais pas compter jusque-là, moi. 40 et 52, je vais dire 47. Donne-moi une raison pour laquelle ta vie est mieux aujourd'hui qu'avant. La thune. Non, pas du tout. Voilà, on aura gardé la dernière phrase pour résumer la thune. Ah ouais, putain. Bon, après, on va pas se mentir. Hein. C'est un peu mieux quand t'en as, tu vois. Enfin, tout à fait. En fait, c'est un peu mieux quand t'as les moyens de plus tellement t'inquiéter de ce que ça va donner la fin de ton mois. Enfin, voilà, qu'on se le dise. Mais je dépense pas énormément d'argent, enfin, pour le coup. Voilà. Mais non, ce qui est mieux qu'avant, c'est pour le coup, j'ai envie de dire, alors l'expérience. Tu vois, tout à l'heure, je te disais, j'aimerais pas retourner à mes 20 ans, parce que je pense qu'à 20 ans, on doit prendre des décisions qui nous semblent être difficiles, mais aussi parce que j'avais beaucoup moins confiance en moi à 20 piges que maintenant. Et pour rien au monde, je pense que je voudrais retourner à cette époque-là, même si t'es plus jeune, t'as moins de responsabilités, t'es plus oisif. Mais en fait, j'étais beaucoup plus angoissée que maintenant, où quelque part, j'apprends à dire non, j'apprends à me connaître plus, à savoir où mettre mon énergie, dans quel combat, les convictions, prioriser aussi ce qui est important dans la vie ou pas. Et en fait, alors qu'à 20 ans, j'étais, je pense, un peu trop tout feu, tout flamme, et que la moindre injustice me mangeait, le moindre machin. Enfin, tu vois, il y avait de l'énergie qui partait à tout va, quoi. Une sorte de brasier. Aujourd'hui, je pense que j'apprends à canaliser plus tout ça, et ce qui fait que ma vie est beaucoup plus sereine maintenant, la vieille sage, maintenant qu'avant. Ah, super. J'ai envie, dans les quelques minutes là qui me restent, justement de te poser une dernière question, mais qui viendra de moi, du coup. Ok. Qui est justement, si tu devais donner un conseil de toi, Laurie, aujourd'hui, à toi, Laurie, de 20 ans, ce serait lequel? N'aie pas peur. N'aie pas peur de changer. N'aie pas peur de prendre des décisions fortes. Et quelque part, entoure-toi bien aussi. Ça, c'est important. Entoure-toi vraiment très bien. Entoure-toi des personnes qui vont pas t'alourdir l'existence, mais qui vont te soutenir. Donc, ouais. Pour ne pas avoir peur, je pense qu'il faut être bien accompagné quand même. Super. J'espère en tout cas que dans les mondes parallèles que l'on sait qui existent quelque part, forcément, cette Laurie-là t'entendra. Oui. Et j'espère que d'autres personnes t'entendront aussi. Super. Pour tous ces conseils que tu apportes. Merci beaucoup, Laurie. Merci à toi, Olivier. C'était hyper cool comme moment. C'est la première fois que je fais quelque chose, un format long comme ça, et c'est super cool. Super. Mais avant qu'on se quitte, s'il y a certaines personnes qui veulent continuer la petite papote avec toi, comment est-ce qu'on fait pour te contacter? Eh bien, ils peuvent venir me contacter sur LinkedIn, sur mon profil LinkedIn directement. Donc, Laurie Maurice. Laurie Maurice, voilà. Comme Maurice. Comme Maurice, comme le prénom. Ils peuvent venir me contacter. Alors, j'essaye d'être la plus réactive possible par messagerie, mais c'est vrai que parfois, je suis pas toujours très sérieuse, mais je lis tous les messages et je réponds dès que je le peux. Et sinon, en venant me contacter aussi directement via le site Shodo, contact@shodo.io aussi. Mais à part LinkedIn et le site Shodo. C'est déjà pas mal. Ouais, je vais pas donner mon numéro, quoi. C'est trop. Ça, c'est les limites, tu vois. Il faut mettre les limites. C'est ça. Et après, on t'envoie un bisou. Exactement, voilà. Et c'est parfait. Merci, Laurie. C'était très sympa de t'avoir. Et puis, à la prochaine. À la prochaine. Salut. Salut.